Salut à tous, je tourne cette vidéo, on est le 18 janvier, un petit peu plus de la moitié du mois sans tabac et j'ai régulièrement, que ce soit en consultation ou sur les réseaux, des questions qui reviennent. Ce que je vous propose dans cette vidéo, qui aura un montage pas très sexy et qui sera peut-être un petit peu plus approximatif que les autres, c'est qu'on débriefe les questions qui reviennent le plus souvent. Et si jamais vous en avez d'autres et que le format vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, on traitera les suivantes. Idée reçue. On dit souvent que réduire la consommation est un bon début, pourtant certains experts affirment que réduire ne suffit pas, voire peut créer une fausse impression de contrôle. Que penses-tu de cette approche? Je pense que la recommandation principale, c'est que le sevrage y soit individualisé et qu'il y ait une stratégie. Donc qu'il s'agisse d'un sevrage progressif ou d'un sevrage d'un coup, finalement, s'il y a une stratégie construite, ça fonctionne plutôt bien et quand c'est accompagné, on réussit beaucoup plus facilement à le faire que quand on n'est pas accompagné et que quand on n'a pas de stratégie. En consultation, rien que dans la semaine dernière, j'ai eu 4 patients avec un processus de sevrage tabagique différent. Et les 4 avaient un sevrage qui se passait plutôt bien. Il faut vraiment se rappeler que le sevrage tabagique, c'est quelque chose qui est individuel. Mon conseil principal là-dessus, si jamais vous voulez aider quelqu'un à arrêter de fumer ou si jamais vous-même vous voulez arrêter de fumer, c'est d'arrêter d'essayer de rentrer dans des cases et d'avoir la solution miracle. Si cette solution miracle, elle existait, on n'aurait pas 25 à 30% de fumeurs en France qui savent que la clope c'est un cancérigène avéré, qui savent que c'est mauvais pour la santé cardiovasculaire et qui pourtant continuent. Aujourd'hui les chiffres ils sont assez clairs, hein, c'est un fumeur sur 2 à essayer d'arrêter dans l'année suivante la date à laquelle on lui pose la question. Et ce genre de sondage il y en a très souvent. Donc vraiment mon conseil principal là-dessus c'est personnaliser et stratégiser. Question 2. La substitution nicotinique est fréquemment promue comme une solution efficace, mais qu'en est-il des patients qui deviennent dépendants à ces substituts? Sommes-nous en train de remplacer une dépendance par une autre? Ça, c'est une vraie question et elle concerne beaucoup la dépendance liée à la consommation de vape, qui est quand même la manière la plus ludique d'apporter de la nicotine sans que ce soit par une cigarette. Parce que les patchs, les gommes, c'est quand même vachement moins marrant que la vapoteuse qui garde le caractère d'oralité et de social. Il est préférable d'avoir une dépendance isolée à la nicotine qu'une dépendance à la nicotine dans un véhicule qui apporte en plus une soixantaine de cancérigènes, plus du monoxyde de carbone qui va flinguer le transport de l'oxygène dans les vaisseaux. Donc peut-être qu'on remplace une addiction par une autre, mais ça me semble être acceptable quand on diminue le risque lié au véhicule qui apporte l'addiction à la nicotine. On ne peut pas faire tout le travail d'un coup, je pense qu'il faut y aller step by step et que chez un fumeur, remplacer l'addiction à la clope par une addiction à la nicotine, finalement c'est une étape dans un sevrage progressif et dans un sevrage complet. Après la vraie problématique aujourd'hui, c'est celle de l'onboarding des ados et des gens qui sont naïfs de tabac par les substituts et la vape en premier lieu, les putschis également. Et là, il y a un vrai sujet de société et il y a une vraie place qui est problématique, qui est celle des lobbies cigarettiers et des vendeurs de nicotine. J'ai fait une vidéo sur le lobby du tabac, je vous mets le lien dans la description. Enfin, globalement, le problème, on le connaît depuis longtemps. Il y a des gens qui font du business sur votre santé. Point à la ligne. Question 3. Certains groupes d'influence financent des campagnes anti-tabac tout en tirant des revenus de l'industrie pharmaceutique avec des produits de substitution. Quel est ton avis sur ces potentiels conflits d'intérêts? Alors déjà, c'est pas des potentiels conflits d'intérêts. S'il y a des gens qui financent des campagnes anti-tabac et qui gagnent de l'argent avec les substituts qu'ils promeuvent dans les campagnes anti-tabac, oui, c'est un conflit d'intérêts, pas un potentiel. C'est clairement un conflit d'intérêts. Après, c'est un conflit d'intérêts qui me semble profondément éthique, puisque aujourd'hui, on sait que les substituts, c'est quelque chose qui permet durablement d'arrêter le tabac. Et d'un point de vue sociétal, dans la société française où on assume collectivement le risque individuel, c'est un conflit d'intérêts qui est éthiquement défendable. Donc pour moi, ce n'est pas des choses qui sont problématiques à partir du moment où c'est des groupes qui promeuvent l'arrêt du tabac via les substituts et pas, même problème que la question précédente, l'onboarding via des substituts comme les vapoteuses vers de la nicotine pour des gens qui ne seraient pas du tout fumeurs auparavant. C'est-à-dire que c'est bien dans une stratégie de descente du risque, tabac puis vapoteuse, substitut puis arrêt complet, mais pas du tout dans une stratégie d'augmentation, c'est-à-dire rien du tout, et puis addiction à la nicotine avec toutes les problématiques, notamment psychiques qu'on connaît des addictions à la nicotine.
Voilà, si le format vous plaît, vous me le dites dans les commentaires. Pensez à vous abonner s'il vous plaît, c'est chouette, ça vous permet de ne pas rater les vidéos suivantes. Et puis moi, ça me permet de remonter dans l'algorithme et de pouvoir toucher plus de personnes. C'est important de diffuser ces informations. Et si vous pouvez m'aider à le faire en partageant ce que je fais, ça serait super chouette. On se retrouve bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.